Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur le film le plus attendu de l'année. Je vais bien sûr parler de Spider-Man No Way Home. Il y a eu une grosse attente pour ce film, surtout pour les fans du MCU et aussi de Spider-Man, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations et aussi beaucoup d'infos qui sont sorties ces derniers mois. Au moment où je vous parle, le film a fait un record de prévente avec un peu plus de 200 000 billets vendus en France, donc ça en fait le film de super-héros le plus attendu de ces dernières années. J'avais des gros a priori après avoir vu la première bande-annonce du film. Je pensais voir un film avec que du fanservice, et c'est le cas parce qu'il y a quand même les méchants iconiques des anciens films de Spider-Man, et aussi toutes les spéculations qui tournent autour du film qui a été mis sur les réseaux sociaux par les fans. Alors en quelque sorte, avec toutes les spéculations qui a tourné autour de ce film, on a déjà vu le film avant qu'il sorte. Alors après, certes, ça m'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu de voir ce film, et puis je l'ai beaucoup aimé. Alors ça va être super dur de parler de ce film sans trop spoiler, donc c'est pour ça que je vais approfondir un petit peu plus mes propos dans la partie spoil. Le film est toujours réalisé par Jon Watts, qui a fait les deux derniers opus de Spider-Man, qui entre nous ne sont pas si spectaculaires que ça, voire même médiocre pour un film de Spider-Man. Ce réalisateur n'a pas forcément une bonne idée de direction artistique. Il filme tout simplement les plans sans trop avoir d'idée. Donc c'est vraiment un réalisateur lambda, parce qu'avec cette trilogie de Spider-Man sous l'ère Tom Holland, je trouve qu'il n'y a pas de patte artistique comme on a pu le ressentir avec Chloé Zhao dans The Eternals, et qui nous prouve qu'on pouvait faire un film de super-héros avec des beaux plans. Et je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses avec un film Spider-Man, et ça a été démontré avec les anciens films de Spider-Man de Sam Raimi et de Mark Waid, qui là, pour le coup, il y avait de très bonnes idées. Là, on voit qu'il tente rien et qu'il n'ose rien en termes de créativité, voire même pour les décors qui ne sont pas très intéressants, et même les décors des combats qui ne sont pas très intéressants, et je trouve qu'ils ne sont pas très ouf non plus, parce que c'est juste des gens qui se tapent dessus pour se taper dessus. Alors après, je n'ai pas retenu de choses très marquantes dans le film, après peut-être 2-3 petites choses qui est plutôt intéressantes pour l'histoire, mais sinon je trouve vraiment dommage pour un film de Spider-Man, surtout pour les moyens qui a été donné pour le film, de ne pas faire de choses créatives et de très intéressants. Donc on retrouve notre cher Spider-Man là où on l'avait laissé dans le deuxième opus. Tout New York est au courant de son identité secrète et va essayer de résoudre le problème en demandant de l'aide à Doctor Strange pour que tout le monde entier oublie son identité secrète. Et cela a mal tourné suite à un sortilège qui n'a pas fonctionné, et les méchants de chaque univers de Spider-Man se retrouvent dans l'univers du MCU. Ce qui lance le multivers, et il devra en quelque sorte ramener ces méchants dans leur univers respectif, car cela risquerait de casser le multivers. Alors pour donner un avis global avant de passer dans la partie spoil, ça c'est sûr, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé ma séance. Au-delà du fan service qui par moment est bien utilisé et très mal utilisé, je ne m'attendais pas à grand chose, comme quoi j'avais peur avant que le film sorte. Pour une fois, dans ce Spider-Man sous l'ère de Tom Holland, qui je vais m'expliquer un petit peu plus loin, mais je n'aimais pas du tout ce Spider-Man, je me suis attaché à lui. On voit que Tom Holland a élevé son niveau d'acteur, parce que vraiment on retrouve beaucoup d'émotions, on retrouve vraiment de la tristesse, on retrouve de la colère, voire même une certaine maturité. Et puis pour une fois, le personnage évolue, car ça lui arrive quelque chose de très impactant dans sa vie et aussi pour son entourage. Pour une fois, il a fallu, allez, peut-être à part la mort de Tony Stark, qui était très impactant, je pense, pour lui et tout, pour le personnage, parce qu'il était très proche de lui, mais pour une fois, il a fallu 3 films et quelques apparitions dans d'autres films pour que le personnage évolue. On retrouve aussi la fameuse phrase iconique de Spider-Man: de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, qui est citée par une personne que je ne citerai pas, j'en parlerai ça plus dans la partie spoil. Mais je suis plutôt content parce qu'on retrouve aussi les traits de caractère de Spider-Man dans les comics, parce qu'il y a vraiment le poids du monde sur ses épaules. Après, pour les méchants, il y en a qui ont une certaine continuité avec leur univers, tandis que d'autres, on dirait qu'ils sont là pour être là, quoi. Après, il se passe beaucoup de choses dans ce film, et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Alors pour moi, je n'avais pas trop d'attachement avec ce Spider-Man version Tom Holland, je ne pouvais pas voir cette version de Spider-Man. Il n'était pas intéressant, je trouvais qu'il avait aucune évolution dans ses films, et il lui manquait un truc impactant qui lui permettait d'évoluer. Et bien dans ce film, ça a tout rattrapé les deux films d'avant. On ressent qu'il a évolué, qu'il a grandi, et qu'il va devenir le Spider-Man qu'il doit devenir.
Et même à un moment, on voit qu'il prend une certaine maturité et on peut se douter qu'il devienne après ça le leader des Avengers dans les futurs films Marvel. Donc avec ce film, j'ai totalement changé d'avis avec ce Spider-Man version Tom Holland et vraiment j'ai hâte de voir comment il va évoluer dans le futur et ça me fait plaisir en tant que fan de Spider-Man. Ma préférence se porte plus pour la version d'Andrew Garfield car pour moi c'est la meilleure interprétation de Spider-Man et j'adore comment ils l'ont proposé à l'écran et je trouvais que c'était le plus ressemblant physiquement à la version comics. La musique du film est composée par Michael Giacchino qui a déjà composé pour de nombreux films comme pour Marvel et d'autres grosses licences cinématographiques. On ne retient pas trop son travail dans celui-là, même dans les deux autres Spider-Man. Je ne sais même pas si ce Spider-Man a un thème à lui, c'est pour dire, car ce film a beaucoup utilisé la musique des anciens films qui est propre à chaque personnage, comme celle d'Electro qui est très marquante par exemple, et celle de d'autres personnages de films de Sam Raimi et de Mark Webb. Mais voilà, normalement il fait du meilleur travail et même je crois qu'il va composer la musique du prochain Batman, qui là pour le coup, le thème est déjà très marquant, rien que dans la bande-annonce. Donc voilà pour cette partie no spoil. Pour vous donner un avis un peu plus approfondi, je serai obligé de passer dans la partie spoil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et pour parler de ce film, eh bien il faut spoiler. Donc voilà, vous êtes dans la partie spoil. Si vous êtes là, c'est que je considère que vous avez vu le film. Si vous continuez à regarder la vidéo, c'est que vous vous en fichez d'être spoilé, ou sinon vous êtes tout simplement taré. Donc maintenant que je peux tout vous dire, je peux commencer par l'impact émotionnel qu'a subi Spider-Man dans ce film qui lui a valu une bonne évolution de personnage. Et en fait, à la fin, Peter Parker va devant la tombe de sa tante May, et moi ce que j'ai pas trop compris, c'est que pourquoi il n'y a pas la tombe de Oncle Ben à côté d'elle, quoi. Parce que logiquement, quand on est marié ou vous êtes en couple, normalement vous vous mettez à côté de la tombe de la personne que vous aimez. Et en fait, moi ce que j'ai pas compris, c'est que dans Civil War, on a stipulé comme quoi Oncle Ben était mort, mais après c'est vrai que dans les autres films, jamais on en a entendu parler. Et moi le problème que j'ai, c'est que est-ce que Oncle Ben il est mort ou est-ce qu'il n'existe pas en fait dans cet univers? Ou est-ce que c'est une incohérence scénaristique? Et voilà quoi. Donc là maintenant pour revenir à la mort de Tante May, parce qu'en fait dans cette séquence là j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, parce qu'en fait le Bouffon Vert se bat avec Peter Parker et en fait pour donner un petit côté dramatique, le Bouffon Vert donne un ultimatum à Peter Parker. Et en fait Tante May vient aider Peter Parker à combattre le Bouffon Vert et le Bouffon Vert envoie son planeur sur Tante May en pleine face et tout. La meuf, juste après, quelques secondes après, se relève, tout va bien, pendant 30 secondes, mais entre nous, moi, ou même n'importe qui, se prend un coup de planeur en pleine tronche, reste par terre et meurt, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment la séquence où j'étais vraiment en incompréhension, je me suis dit, non bah attends, elle est vivante, elle va pas rester en vie après ça quand même. Bon après elle est morte, mais bon c'était vraiment une séquence assez bizarre quoi. Une scène que j'ai trouvée bizarre aussi et qui m'a un peu étonné, c'est celle où Tom Holland est prêt à tuer le Bouffon Vert du fait que sa tante est morte à cause de lui. Lors du combat final, il y a un affrontement entre ces deux personnages. Le Spider-Man de Tom Holland prend son planeur pour le tuer avec, et le Spider-Man de Tobey Maguire s'interpose et se fait poignarder dans le dos. Moi je pense que cette scène a été refaite car elle est très bizarre déjà dès le début. Tom Holland a l'air d'en avoir rien à foutre, puis je pense qu'à la base, le Spider-Man de Tobey Maguire devait mourir. Et pour ne pas décevoir les fans, ils ont fait en sorte qu'il soit vivant. Parce que la manière dont il est poignardé, n'importe quel homme est mort. Et personne réagit à sa blessure. Et je pensais que ça allait donner un peu plus de drama pour la fin du film. Il y a aussi ce que tout le monde attendait, l'apparition des deux autres Spider-Man, et ça a fait réagir pas mal de monde. Car j'habite dans une petite ville et c'est la première fois que je vois des personnes réagir en criant dans un cinéma et même applaudir. Une personne était même déguisée en Spider-Man pour l'occasion. Et lors de l'apparition d'Andrew Garfield, j'en ai eu même des frissons, car ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu en Spider-Man et ça fait vraiment plaisir. Alors il y a du bon et du moins bon pour l'apparition de ces deux Spider-Man. Alors déjà je m'attendais à les voir à la fin pour aider le Spider-Man de Tom Holland et en fait non, ça fait plutôt plaisir de les voir autant de temps à l'écran.
Il y a vraiment de vrais échanges, les deux anciens Spider-Man apportent leur soutien à ce jeune Spider-Man, lui apprennent ce qu'ils ont vécu dans leur vie de super-héros et aussi parlent de leur difficulté d'être un super-héros. En tout cas, ces échanges sont très prévisibles car tout le monde sait imaginer ce genre de discussion entre les trois et apporte aussi ce côté fraternel. Il y a des échanges que j'ai trouvé sympas, mais d'autres qui ne sont pas très foufou non plus. Pour les méchants introduits dans le film, c'est du fanservice à 100% comme les deux autres Spider-Man. Certains restent dans leur thème et gardent leur caractère tandis que d'autres partent un petit peu en couille. Certains personnages perdent leur crédibilité et sont rajoutés parce que c'est l'un des méchants apparus dans les anciens Spider-Man. Dr. Octopus et Norman Osborn, leurs personnages, eux, restent les mêmes et c'est un peu eux qui sortent du lot, tout particulièrement William Dafoe qui continue à jouer à merveille le bouffon vert. Et la manière dont il arrive à changer son visage quand il devient fou, c'est un truc de dingue. Comme quoi, on a besoin d'un bouffon vert dans le MCU. Par contre, l'homme sable et le lézard ne servent strictement à rien et ça se voit qu'ils ne savent pas quoi en faire. L'homme sable veut retourner dans son univers pour retrouver sa fille parce que son seul but dans la vie c'est sa fille et que quelques secondes plus tard lors de la bataille finale il veut détruire la boîte qui lui permettra de rentrer chez lui pour voir sa fille. J'ai pas compris à ce moment-là, j'aurais un peu plus compris s'il passait du côté des gentils. Donc comme vous le voyez, il y avait pas mal d'incohérences dans certains choix pour les personnages. Et c'est là où on voit que les univers partagés sont très difficiles à écrire, mais à un moment donné, il faut que les scénaristes aient un minimum de cohérence. Après, ça m'a fait plaisir, c'est sûr, de les revoir en tant que fan de l'univers de Spider-Man, mais bon, on voit aussi que ce n'est pas les meilleurs scénaristes du monde qui étaient là pour ce film. Après, pour ce qui est du personnage de Doctor Strange, dans un premier temps, il est ajouté dans le film pour aider Peter Parker, pour qu'il puisse aussi lancer le sortilège pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man, parce qu'on le voit vraiment dans la première heure du film. Après aussi, il y a un combat entre les deux personnages, entre Doctor Strange et Spider-Man, où vraiment, faut pas non plus abuser, hein, parce que Spider-Man sort vainqueur de ce combat entre Doctor Strange et lui. Faut pas non plus abuser, parce que vraiment, s'il y a un combat entre Doctor Strange et Spider-Man, c'est vraiment Doctor Strange qui sort vainqueur haut la main. Il y a un autre personnage qui apparaît dans le film, et ça par contre j'y croyais moins. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le retrouver, c'est Matt Murdock, alias Daredevil. Maintenant, il est officiellement dans le MCU. Maintenant qu'on a vu aussi dans Hawkeye que le Caïd fait partie du MCU, et je crois qu'il est encore joué par Vincent D'Onofrio, je ne me souviens plus c'est quoi son nom. Mais voilà, donc ces dernières semaines, on a eu quand même des révélations sur révélations dans l'univers du MCU. Après, je suis hyper content que Daredevil fait partie du MCU. Après, tout ce que j'espère, c'est que qu'ils n'en fassent pas n'importe quoi et qu'ils gardent vraiment le ton sombre qu'il y a eu dans la série. Je vais parler aussi du personnage de Ned, le meilleur ami de Peter Parker, qui je trouve c'est du grand n'importe quoi. Juste pour le film, ok, c'est drôle et sympa comme ça, mais pour un univers étendu, c'est vraiment très incohérent. À un moment dans le film, Ned dit à Doctor Strange que dans sa famille, il y a des grands magiciens, etc., etc., et qu'il avait des picotements dans les doigts. Et bien dans le film, le petit Ned, il sait ouvrir les portails, alors que Doctor Strange a dû mettre au moins plusieurs mois pour apprendre à ouvrir ses portails. Et pour le mettre à l'épreuve, son maître l'a même emmené sur l'Himalaya pour qu'il puisse ouvrir un portail pour ne pas mourir de froid. C'est peut-être fun sur le moment, mais quand on y repense, c'est tellement bête qu'ils ne prennent pas au sérieux leur univers et ça donne des incohérences débiles de ce genre. Alors pour moi, la première scène post-générique n'a rien servi du tout. Juste pour introduire Venom dans le MCU, moi il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, c'est que dans Venom 2, dans la scène post-générique, je ne me souviens plus si c'était toute fin ou quoi, mais voilà, dans la scène post-générique de Venom 2, Tom Hardy et Venom changent d'univers et va dans l'univers du MCU. Et là, dans la première scène post-générique de Spider-Man No Way Home, il part aussi vite qu'il est venu en fait. Et pour moi ça a servi à rien du tout de teaser ce Venom-là pour le faire partir, tout simplement. J'ai pas du tout compris cette scène post-générique. Juste pour dire, ah bah tiens, regardez, Venom, il a laissé une espèce de particule de Venom sur la table du bar, et allez, au revoir. J'ai pas du tout compris, quoi. Bon, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire pour ce troisième Spider-Man, donc j'ai passé un très très bon moment au cinéma, même si le film a pas mal de défauts, et ça on va pas dire le contraire. Je ne m'attendais à rien, je me suis pas fait de film comme les fans, histoire de ne pas être déçu. Il y a eu des petits moments d'émotion plutôt cool, entre les références et de retrouver tous les méchants et les Spider-Man des anciens films. Pour moi, ça en fait le meilleur film sous l'ère de Tom Holland, et je le dis sous l'ère de Tom Holland, donc
pour moi, le film, je lui mets un 6 sur 10, car il n'y a pas une grosse réalisation comme a pu faire Sam Raimi et Mark Webb pour les anciens Spider-Man, et même ce que Chloé Zhao nous a proposé avec The Eternals, il y a pas mal d'incohérences rien que dans ce film et pour le MCU, mais il y a le fan de Spider-Man qui parle en moi, mais sinon le personnage prend une bonne direction, alors attendons la prochaine trilogie avec Tom Holland qui sera là, un jeune adulte avec des responsabilités, comme là pour une fois ça lui arrive des gros événements qui lui permet de grandir, ce qui est le gros point fort du film. Et bien peut-être que ce coup-ci les films vont être plus intéressants. Déjà il faudra changer de réalisateur qui aura, je l'espère, de belles choses à nous montrer. Bon voilà, vous avez eu mon avis pour le film de Spider-Man No Way Home. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!